Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, nous accueillons Madame Tiné Coulibaly. Bonjour à toi. Bonjour. Donc la suite de l'émission précédente avec ma collègue. Donc vous êtes avocate au barreau du Val-de-Marne. Oui. Donc aujourd'hui dans notre émission nous parlerons du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement sur internet. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs du GOP Radio c'est quoi le cyberharcèlement? Ça consiste en quoi? Alors le cyberharcèlement, c'est des propos, des comportements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime et qui entraînent une altération physique, de la santé physique et de la santé mentale de la victime. Et c'est sur Internet. La spécificité du cyberharcèlement, c'est que c'est sur Internet. D'accord. Et c'est juridiquement parlant, on risque quoi quand on est harceleur et comment quand on est victime? Comment on peut se protéger du harcèlement en ligne et scolaire vu que maintenant il y a une continuité école et réseaux sociaux? Alors le cyberharcèlement, il est puni, en fait, c'est un type de harcèlement de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Comment se protéger face au cyberharcèlement? En parler. Très important d'en parler, notamment quand on le lie au harcèlement scolaire. C'est très important d'en parler autour de soi, d'en parler aux adultes. Faire également des captures d'écran. Voilà, on ne pense pas toujours aux preuves. Faire des captures d'écran, des propos réitérés, des comportements réitérés pour effectivement avoir des preuves. Dans le cadre du cyberharcèlement, ne pas hésiter à faire des mains courantes, à porter plainte avec ces différentes captures d'écran, parce que le cyberharcèlement il peut prendre plusieurs formes. On peut lancer des rumeurs sur Internet, on peut tenter de pirater, on peut tenter d'envoyer également une multitude de messages malveillants. On le voit régulièrement en ce qui concerne parfois des artistes qui sont cyberharcelés par un groupe d'individus sur Internet qui décident de prendre pour cible un artiste, lui envoyer une multitude de messages malveillants. Donc ne pas hésiter vraiment à faire des captures d'écran, faire des mains courantes et porter plainte. Et juste, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe après avoir déposé plainte, après avoir donné des preuves. On risque quoi quand on est harceleur? Est-ce qu'il y a, par exemple, un moyen d'arrêter que les harceleurs utilisent les réseaux sociaux ou suivent les gens? Est-ce qu'il y a des... Parfois, on a par exemple des interdictions. Ça, c'est assez général. Interdiction d'entrer en contact avec la victime. Interdiction d'entrer en contact avec la victime de quelque manière que ce soit. Ça peut être associé à la peine, une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Et si vraiment on entre en contact avec la victime, là, ça a des répercussions. On peut, par exemple, si on est condamné à du sursis, on peut repasser devant une juridiction qui finalement fait tomber le sursis et on peut se retrouver en détention parce qu'on n'a pas respecté cette interdiction. Ou quand on est sous contrôle judiciaire, si on ne respecte pas cette interdiction d'entrer en contact avec la victime, on peut aller en détention pour avoir tenté, pour être entré en contact avec la victime. D'accord. Et il y a des questions très actuelles comme l'intelligence artificielle. Il y a des questions par exemple sur le deepfake, des images générées par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut être considéré comme du cyberharcèlement, étant donné que la vidéo n'a pas été tournée, la victime peut se protéger en disant c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des lois sur ça? Dans la mesure où ça porte atteinte à la victime, ça porte atteinte à son intégrité physique, sa santé mentale. On peut effectivement porter plainte dans le cadre du harcèlement et du cyberharcèlement spécifiquement. D'accord. Et juste une question sur les plateformes, donc TikTok, Instagram,
X, il ne se situe pas en Europe, même s'il y a des lois européennes. Quand, par exemple, c'est situé en Silicon Valley ou en Chine pour TikTok, est-ce qu'il y a des partenariats, est-ce qu'il y a des lois qui sont regroupées entre ces pays-là, Alors, des accords? c'est vrai que c'est très compliqué de toucher toutes ces plateformes parce que c'est pas du droit communautaire, c'est pas du droit, c'est pas national, donc on a du mal à toucher ces plateformes, même si on sait très bien qu'il y a des demandes où on peut demander à Instagram, TikTok, Facebook, X de bloquer tel ou tel contenu. Parfois ce n'est pas fait. Parfois, ce n'est pas fait. Mais on a de plus en plus de lois communautaires, déjà, en Europe, où on tente vraiment d'intervenir. Et on a parfois des partenariats entre les pays pour essayer de stopper le cyberharcèlement et tout ce qui se passe un peu sur Internet, toutes les choses néfastes, par exemple la pédocriminalité. On a vraiment beaucoup d'accords et de tentatives vraiment internationales d'intervention. D'accord. Et juste, on en parlait tout à l'heure hors plateau avec les gens de la radio, justement, par exemple, de l'affaire de la dame qui s'est fait escroquer par un faux Brad Pitt. On a dit que la personne, elle est en Afrique. Elle peut être en Afrique, en Amérique latine ou quelque chose comme ça. Donc, la personne, elle peut pas être identifiée s'il n'y a pas d'accord entre les pays. Je sais, ça, c'est plus politique, mais du point de vue juridique, est-ce que la personne peut être retrouvée? C'est plus dur? C'est quoi les lois? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que il faut réussir à la retrouver à l'étranger, mais on a de plus en plus d'accords. On a de plus en plus d'accords avec des pays, par exemple des pays francophones. On a de plus en plus d'accords pour essayer vraiment de trouver les individus, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué déjà sur le territoire français. Et quand c'est à l'étranger, c'est encore plus compliqué. D'accord. Et est-ce que, par exemple, Interpol, des choses comme ça, des dispositifs tels que Interpol, ça rentre dans les cyberharcèlements ou c'est plus, on va dire, plus grave? Il me semble que Interpol, c'est surtout le pénal. Le pénal, voilà, les autres faits que le cyberharcèlement, mais peut-être qu'Interpol a une petite compétence en matière de cyberharcèlement, en tout cas de crimes sur Internet. D'accord. Et est-ce que, par exemple, de votre expérience, c'est quoi à peu près les séquelles psychologiques? Est-ce qu'ils sont pris en compte par la justice, les séquelles psychologiques engendrées par un harcèlement scolaire? Est-ce que c'est des circonstances aggravantes ou ça dépend comment la personne réagit face à... Oui, en réalité, généralement, nous, la justice parle en ITT. Incapacité totale de travail. Donc voilà, plus l'ITT est importante, plus la sanction est importante. Donc on prend en compte les effets, en tout cas le préjudice de la victime. On prend en compte vraiment tous les éléments. Préjudice de la victime, les circonstances, la situation de l'auteur. Est-ce que c'est un premier fait? Est-ce qu'il y a une multitude de victimes? Tout est pris en compte. D'accord. Et juste, il y a le harcèlement scolaire et ça continue aussi même au travail. C'est plus dur d'en parler quand on est au travail et même à l'école, mais est-ce qu'il y a des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation, par exemple à l'école, au travail, pour lutter contre ça? Et est-ce que, par exemple, c'est juste étatique ou la justice participe à sensibiliser les gens à pouvoir en parler? Alors, on a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'État. Des interventions à l'école et au niveau du travail
pour éviter, parce qu'après, voilà, sinon on a des procès devant les prud'hommes par rapport à ça. Mais oui, on a des choses à l'école avec des interventions, des associations qui interviennent auprès des enfants. On a des campagnes, on a un certain nombre de campagnes d'affichage, de publicité, voilà, pour lutter contre le harcèlement. Au travail également, on a des interventions parfois d'associations qui viennent pour discuter des attitudes à avoir ou à ne pas avoir dans le milieu du travail. Après, la justice, elle intervient beaucoup plus tard. Elle intervient quand il y a eu des faits. Quand il y a eu des faits, c'est à ce moment-là que la justice intervient. Quand on est dans le cadre des mineurs, on a un certain nombre de stages à titre de sanction, des stages pour discuter, pour parler du harcèlement, pour réfléchir, des moments de réflexion sur ce qui s'est passé, les conséquences pour la victime, pour éviter que ça se reproduise. Et juste avant que la personne porte plainte, vous avez parlé tout à l'heure des captures d'écran. Il peut faire des captures d'écran, mais des fois les messages sont supprimés. Est-ce que la police elle a les moyens de récupérer ce qui a été supprimé? Est-ce que quand ça a été supprimé, une personne peut quand même porter plainte? Alors, faites tout de suite des captures d'écran. Parfois, parce que c'est très compliqué. Par exemple, sur Snapchat, souvent, c'est des messages qui sont éphémères. Après, moi, j'ai remarqué, dans le cadre de procédures, que les gens sur Snapchat, alors même qu'il y a cette possibilité d'avoir des messages éphémères, les gens ne suppriment pas leurs messages Snap. Parfois, ils les enregistrent. Et donc, on se retrouve avec des conversations entières sur Snapchat, parce que c'est compliqué. C'est compliqué de récupérer les discussions Snapchat parce que quand on demande à Snapchat, parfois ils refusent ou ils ne répondent pas du tout aux réquisitions. Donc oui, parfois c'est compliqué de récupérer les preuves. Donc quand il y a quelque chose de répréhensible, du harcèlement, n'hésitez pas. Même si sur Snapchat, en plus, sur Snapchat, généralement, on indique un tel a fait une capture d'écran. Donc ça peut un peu faire peur en disant voilà, vous me harcelez, j'ai fait une capture d'écran, c'est pas la première fois, donc il peut avoir des conséquences à votre attitude. Donc vous avez connu je pense qu'il y a il faut pas mettre en public les procédures que vous suivez, mais la justice, mais vous avez eu des cas de cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus, ou il y a un recul des plaintes posées de point de vue personnel, pas en généralité? Alors, moi, j'ai surtout vu des cas de harcèlement. Après, il y avait un pan de ce harcèlement sur Internet, parce que c'était beaucoup de mails, par exemple, de mails malveillants. Et je pense que maintenant, les gens osent plus. Osent plus porter plainte. Osent plus se dire, ce n'est pas normal. On n'a pas à m'envoyer autant de mails, de messages. Je vais porter plainte et il faut que je fasse quelque chose. Donc, les gens maintenant se mobilisent plus et se disent plus à vraiment... je pense qu'ils identifient la situation comme une situation qui n'est pas normale. Avant, on se posait la question. Maintenant, assez rapidement, on se dit, bah non, c'est pas normal de recevoir autant de mails, c'est pas normal de recevoir autant de SMS, c'est pas normal de se retrouver avec être la cible de toute une classe. Par exemple, maintenant, on a beaucoup de comptes WhatsApp de la classe, de comptes Snap de la classe, et des comptes qui parfois on se retrouve à être au centre des discussions. Et maintenant, on identifie beaucoup plus facilement les situations de harcèlement, donc on en réfère beaucoup plus à la justice. Et tout à l'heure, vous avez parlé l'exemple de Snapchat. Est-ce que les autres plateformes, les messages supprimés, c'est encore... Je pense que c'est assez... ce qui freine les gens à aller déposer plainte, étant donné que le message a été supprimé. Est-ce que les autres plateformes comme WhatsApp, Instagram,
c'est plus facile que Snapchat? Est-ce qu'il y a des accords ou c'est à peu près la même chose pour tout? C'est à peu près la même chose, c'est très difficile, hein. On a même je crois, il me semble que WhatsApp c'est crypté. D'accord. Donc c'est très compliqué de récupérer ces éléments-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout hésiter à faire des captures d'écran, à bloquer aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais bloquer. Voilà. On a ce fameux, cette fameuse image de la dame qui bloquer. Bloquer. Vraiment, n'hésitez pas à bloquer vos harceleurs. Bloquez-les sur toutes les plateformes. Voilà. Et ça aide juridiquement, pour la justice ou juste pour un confort personnel? Pour un confort personnel. D'accord. Je pense que le mieux, c'est de faire des captures et bloquer. D'accord. Voilà. D'accord. Et juste pour les dernières questions, l'émission arrive à son terme. Est-ce que vous avez par exemple, des conseils à donner? Est-ce que vous avez dit de parler avec des gens et d'extérioriser cet harcèlement? Est-ce qu'il y a vous connaissez des associations, peut-être à l'école, est-ce qu'il y a l'administration? On peut se référer à qui? À l'école, à tous les adultes. En tout cas, surtout se sentir en confiance. Dès lors qu'on se sent en confiance, même un petit peu, en référer aux adultes, en référer aux parents, ou même, je ne sais pas, si vous avez les enfants qui nous écoutent, et même les adultes, un membre de votre famille en qui vous avez confiance, ne pas hésiter vraiment à en parler autour de soi, ne pas rester comme ça. Parce que dans le silence, c'est difficile de trouver de l'aide. Donc ne pas hésiter à en parler, je ne sais pas, à la CPE, à la prof principale ou au prof principal, à l'infirmière, à ses parents, à son oncle, à sa tante, mais vraiment en parler autour de soi. D'accord. C'est très très important. Il y a un pas justement à franchir pour en parler et passer à la justice. Oui. À partir de quel moment vous conseillez au lieu de parler à un adulte, franchir le pas de la justice? Parce que c'est un pas qui est dur à franchir. Moi, j'estime qu'il faut le faire le plus tôt possible. D'accord. Ne pas hésiter aussi, on n'a pas parlé des numéros, mais il existe un numéro, le 3018, où on peut parler à quelqu'un pour tous les types de harcèlement. Donc, et en ce qui concerne le moment où aller porter plainte, voilà, dès lors que vous estimez qu'il y a une difficulté, allez porter plainte. D'accord. Si vous ne souhaitez pas, au moins une main courante. Mais c'est important de laisser des traces. De laisser des traces et de faire en sorte que la situation cesse et que le harceleur soit arrêté. D'accord. D'accord. Et pour finir, est-ce que, je ne sais pas si ça se demande à un avocat, mais pour vous contacter, si jamais il y a des gens qui veulent porter plainte, être accompagnés dans une procédure judiciaire, soit avec le cyberharcèlement, soit sur d'autres procédures judiciaires, comment on peut vous contacter? N'hésitez pas. Alors, moi, je m'appelle Téné Koulibaly, je suis avocat au barreau du Val-de-Marne. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur Internet. M'appeler, m'envoyer un mail. Je suis également présente sur Facebook, Instagram. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur les différentes plateformes. Merci beaucoup à toi et merci à vous, auditeurs du GOP Radio, de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Antidote, l'émission Solutions du GOP Radio.